مرحبا بكم من جديد في قناة نتعلم أكثر. اليوم سنتكلم عن موضوع مهم في الفيزياء، وهو تاريخ تطور نموذج الذرة. نبدأ بداية باليونانيون القدامى، أمثال ثاليس. اعتقد اليونانيون أن المادة تتكون من 4 عناصر، وهي الماء، الهواء، النار، والأرض. وتم العمل بهذه الفكرة سنين عديدة، إلى أن جاء فيلسوف يدعى ديمقراط. هذا الفيلسوف قال نظرية مفادها أن المادة تتكون من أجزاء صغيرة غير قابلة للتقسيم. قال بأن الفكرة ديال ديمقراط قال بأن المادة إذا قمنا بتجزيء المادة إلى قطع صغيرة سنصل في نهاية المطاف إلى جزء غير قابل للتقسيم. وغير قابل للتقسيم باليونانية تعني أتوموس، أي بالفرنسية تعني أتوم، أي الذرة. جاء من بعده الفيلسوف المعروف المشهور أرسطو. أرسطو قال بما أننا لا يمكننا رؤية هذه الأجزاء الصغيرة أو الجسيمات الصغيرة فإنها لا توجد، وتبنى الفكرة القديمة السائدة التي تقول بأن المادة تتكون من 4 عناصر. ثم هذا الجدال التاريخي كان تقريبا 400 سنة قبل الميلاد، إلى أن جاء عالم يسمى جون دالتون سنة 1803. جون دالتون كان يقوم بتجارب التفاعلات الكيميائية. واستنتج، وضع نظرية أن المادة تتكون من الذرات، من جسيمات صغيرة سماها بالذرات. قال بأن المادة تتكون من الذرات، لكن نظريته لم تلقى استحسانا عند اللجنة العلمية، لأنها لا تنبني على تجارب علمية. إلى أن جاء عالم يدعى جون تومسون قام بتجربة شهيرة تسمى بالأنبوب الكاثودي. الأنبوب الكاثودي، le tube cathodique. سأترككم مع هذه التجربة. Afin de déterminer la composition des rayons cathodiques, Thomson utilise un tube inventé par le physicien britannique William Crookes quelques années auparavant, vers 1875. Ce tube hermétique contient de l'air à faible pression
environ 100 pascal, c'est-à-dire 1/1000 de la pression atmosphérique normale. Dans sa partie gauche se trouve une cathode et une anode. Une tension de plusieurs dizaines de milliers de volts entre la cathode et l'anode permet de créer des rayons cathodiques. L'anode, percée d'une lucarne, permet de diriger les particules des rayons vers l'extrémité du tube. Lorsque les particules rencontrent le tube de verre, un spot fluorescent est visible. Le réticule placé au bout du tube permet de repérer une déviation éventuelle. Dans la partie droite du tube, Thomson va utiliser des plaques métalliques et des électroaimants. Ces éléments permettent de créer un champ électrique et un champ magnétique capables de dévier les rayons cathodiques. Thomson va, dans un premier temps, confirmer la nature des rayons cathodiques. Thomson suppose, dès le départ, que les particules émises dans le tube sont identiques, quelles que soient les conditions expérimentales. Elles ont toutes la même masse m et la même charge q. Thomson crée un champ électrique vertical E entre les plaques métalliques. Il constate que les rayons sont déviés verticalement. En changeant le sens de la tension entre les deux plaques, Thomson constate que le sens de la déviation est modifié. Dans le champ électrique vertical, les particules sont soumises à une force électrique verticale. L'intensité de cette force dépend de la valeur de la tension imposée entre les deux plaques. Son sens dépend du signe de cette tension. Quel que soit le sens, Thomson constate que les particules sont déviées vers la plaque chargée positivement. Cela corrobore donc une observation faite quelques années avant par le physicien français Jean Perrin: les particules sont chargées négativement. Thomson crée ensuite un champ magnétique horizontal B à l'aide d'électroaimants. Il constate que les particules sont déviées verticalement. En changeant le sens du champ magnétique, Thomson constate que le sens de la déviation est modifié. Dans le champ magnétique horizontal, les particules sont soumises à une force électrique verticale. Cette force dévie les rayons vers le haut ou vers le bas en fonction du sens du champ magnétique. Thomson utilise les deux champs, électrique et magnétique, dans son dispositif. Les deux champs sont tels que les forces électriques et magnétiques sont de sens opposé et de même valeur. Soumis à ces deux forces simultanément, le rayon n'est pas dévié. Grâce à cette expérimentation, Thomson sait que la vitesse des particules a pour valeur E sur B. Malgré des valeurs élevées, de l'ordre de 50 000 km par seconde, la vitesse qu'il mesure est très éloignée de celle de la lumière, qui est de 300 000 km par seconde. Cette démonstration mit donc en défaut la théorie allemande, selon laquelle les rayons cathodiques sont des ondes électromagnétiques comme la lumière. Les rayons cathodiques sont donc bien composés de particules chargées négativement. Thomson publia cette information en avril 1897. Dans un deuxième temps, Thomson va tenter de déterminer la nature des particules. Grâce au réticule de mesure placé au bout du tube, Thomson peut repérer la déviation des particules soumises à un champ électrique. Connaissant la déviation, son angle, la valeur du champ et la vitesse des particules, Thomson sait calculer le rapport charge sur masse Q sur m. La valeur qu'il obtient est 2000 fois plus grande que celle du rapport obtenu pour l'ion-hydrogène, l'élément le plus léger connu en 1897. Cela peut être dû à une masse très faible ou à une charge très élevée de la particule. Mais Thomson est persuadé que si le rapport obtenu est aussi grand, c'est parce que la masse de la particule est 2000 fois plus petite que celle de l'ion-hydrogène. Thomson remplace la cathode en aluminium par une cathode en fer, puis en platine. Le rapport Q sur M ne change pas. Il modifie également la nature du gaz enfermé dans le tube à rayons cathodiques en utilisant par exemple du dihydrogène, du dioxyde de carbone ou de l'iodométhane. Le rapport Q sur M ne change pas. Thomson en conclut qu'il a découvert une nouvelle particule plus petite que l'atome et qui en sera un composant. Il la nomme corpuscule.
Introduit en 1891 pour désigner la charge élémentaire échangée lors des réactions chimiques, le terme électron est proposé dès 1897 par le physicien irlandais George Fitzgerald pour désigner les corpuscules de Thomson. Pourtant, en 1897, peu de physiciens se rallient à la notion de particules subatomiques avancée par Thomson. La mesure de la charge de l'électron par Charles Wilson, un de ses élèves, puis en 1911 par Robert Millikan, un physicien américain, permettra de prouver l'exactitude des travaux de Thomson. Qu'a donc fait Thomson? Il a suivi une démarche scientifique. D'abord, un phénomène a été observé et un questionnement est apparu. Deux hypothèses concurrentes ont été émises par plusieurs physiciens et Thomson se place dans le cadre de l'une d'entre elles. Il réalise plusieurs expériences et montre que ces résultats sont compatibles avec l'hypothèse choisie et incompatibles avec l'hypothèse concurrente. L'hypothèse validée conduit à une nouvelle théorie sur la structure de l'atome.